Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde aujourd'hui. Merci beaucoup de vous joindre à nous. 2020 aura été une année avec plein de rebondissements. L'entraînement a subi un coup qui est inégalé et surtout en particulier les salles de sport, hein, que ce soit autant au Québec ou que ce soit en France ou que ce soit même en Suisse, en Belgique, tout est actuellement fermé. Donc, on a subi des fermetures répétées et prolongées, hein, même avec une mini-réouverture à un moment donné. Mais ça a été très dur pour tout le monde. Malheureusement, c'est qu'on ignore encore la date aujourd'hui à laquelle les clubs vont pouvoir réouvrir. Donc, il y a assurément là, ce gros enjeu aujourd'hui. Un enjeu qui relance beaucoup de débats, en fait, relance actuellement beaucoup de débats sur le futur, en fait, des clubs, leur modèle d'affaires, leur business model, comment ils vont réagir dans le futur. Puis à partir du moment où le lieu physique est fermé, on reparle automatiquement de tout ce qui est l'importance du suivi, tout ce qui est l'importance de l'accompagnement au sein du fitness à travers, à travers les coachs, à travers les kinésiologues dans le contexte du Québec. Donc aujourd'hui, on voulait un peu voir un peu tout ça. Merci beaucoup de vous joindre au webinaire. Vous êtes tous en train d'arriver tranquillement, pas vite. Donc prenez place. Si vous avez des problèmes audio ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. Mais normalement, là, tout fonctionne sans problème. Vous allez avoir tout le monde l'enregistrement par la suite. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous allez pouvoir le réécouter par la suite. Aujourd'hui, donc, est-ce que toute cette situation-là, en fait, est une opportunité de valeur ajoutée pour l'abonnement ou est-ce que c'est carrément un nouveau business model, là, le concept d'accompagnement? C'est un peu le sujet qu'on veut tout le monde aborder aujourd'hui. Avant de commencer et de vous présenter les invités qu'on a pour parler de ce sujet-là, je vais me présenter juste moi en premier. Je suis Étienne Dubois, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, président de l'entreprise XFIT, donc un logiciel pour les professionnels dans les gyms, dans les clubs, donc que ce soit les kinésiologues, les coachs, peu importe, ou en individuel aussi. Et grosso modo, on permet de faire une réelle différence dans l'accompagnement des objectifs des clients. Okay? Donc, c'est moi qui vais être l'animateur aujourd'hui. C'est moi qui vais vous relancer et tout. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les vois en live et je peux relancer nos invités. Donc, les tant attendus, pour m'accompagner aujourd'hui sur ce sujet-là, on a 3 personnes extraordinaires, disons-le comme ça, et tellement impliquées, honnêtement, dans le succès des clubs tout autant. Donc, je vous laisserai vous présenter. David, si tu veux commencer, il y a sûrement plein de monde qui sont déjà vus. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis content de voir déjà beaucoup des Français qui sont en force avec, je ne vais pas citer tous les noms, mais bonjour à tous ceux qui ont mis un petit mot dans le chat. Donc, les autres, si vous n'avez pas mis un mot dans le chat, mettez-en. Enchanté. Je m'appelle David Hurst. Mon métier depuis entre 15 et 20 ans, c'est d'accompagner les personal trainers et les managers fitness à améliorer leur business, leur vente et leur service client en matière de personal training particulièrement. Donc, je ne sais pas si tu voulais qu'on rajoute un petit peu point d'interrogation sur la problématique de notre métier, Étienne, dans les amuse-bouches. Introduis-toi comme tu le souhaites, mon cher. Oui, très bien, très bien. Bon, c'est la chose qui m'a vraiment stimulé à vouloir présenter dans ce webinaire ce soir, c'est notamment le fait que nos clients, pour se mettre à consommer notre service, c'est vraiment très compliqué pour eux. C'est très compliqué de se mettre au sport. Et pour illustrer ce fait, on s'imagine tous les grands changements que quelqu'un doit faire. Il doit se faire des efforts, il doit supporter des courbatures, il doit se mettre en situation d'infériorité vis-à-vis les autres adhérents qui sont peut-être plus sportifs que lui. Quand il arrive et commence, il se sent moins en forme que les autres. Les douleurs, les essoufflements, c'est vraiment compliqué de changer d'hygiène de vie. Et je voudrais demander à tous les intervenants et peut-être tous les gens qui regardent à la maison de faire quelque chose. Vous pouvez juste ouvrir vos mains comme ça pour moi, s'il vous plaît.
Allez, Fred, Jean-Luc, Étienne, ouvrez vos mains comme ça. Je voudrais que vous mettiez vos mains comme ça. Et tout le monde à la maison, vous faites pareil. OK? Donc, interloquez vos doigts comme ça. OK. Je voudrais que vous les ouvrez à nouveau, comme ça. OK? Allez, Jean-Luc. OK? Et vous les remettez ensemble. OK. Vous remarquez que les deux fois que vous l'avez fait, OK, si vous mettez le pouce gauche ou le pouce droit au-dessus, les deux fois, vous avez fait de la même façon. OK? Maintenant, réouvrez. OK? Et quand vous les remettez ensemble, vous le mettez dans l'autre sens cette fois. C'est parti? Parti. Qu'est-ce que ça donne en un mot? Ben, c'est quand même bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Ben, je vous ai demandé un minuscule petit changement de faire ça et le transformer en ça. Minuscule petit changement et c'est contraignant. Alors, vous imaginez quelqu'un qui a passé les derniers 20 ans assis derrière son bureau à faire son expert comptabilité ou ce qu'il fait comme travail sédentaire, a été coincé dans un boucle de sédentarité et de se remettre par la suite dans le sport qui est douloureux, contraignant, au temps, effort, physique, budget, changements alimentaires, on les demande de boire moins de Jack Daniels et plein de choses. Et c'est vraiment contraignant de se mettre à consommer notre métier. Donc, ceci entend, il y a besoin d'un sacré bout d'accompagnement si on ne veut pas que les gens ils basculent vers d'autres consommations qui sont beaucoup plus faciles, qui donnent la gratification immédiate, comme Netflix ou McDonald's. Okay, qui sont nos véritables concurrents. Donc voilà. Donc, je vais pas prendre plus de temps que ça, mais ça, c'est vraiment la chose qui m'a donné envie de venir avec tout le monde ce soir. Donc, je passe le relais à mes collègues. Merci beaucoup de t'être joint à nous, effectivement. Frédéric, si tu veux te présenter, c'est super le fun de t'avoir aujourd'hui. C'est la première fois qu'on t'a avec une table ronde XFIT. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Étienne et David, on s'est parlé il y a quelques semaines. Ils m'ont parlé de cette table ronde et m'ont convié et j'ai naturellement accepté. Je suis très content d'être là avec vous ce soir. Je m'appelle Frédéric Buisson. Je suis le fondateur et dirigeant de Rezamania, qui est un logiciel de gestion de club. Et je comptais, là, ça fait quand même 12 ans que je suis dans le métier de la technologie, enfin des logiciels pour gestion de clubs de sport et de fitness. Voilà. Et donc ce soir, je vous apporterai mon humble réflexion, un peu plus d'un côté process dans les clubs, avec le développement et le déploiement du coaching, et donc un peu plus sur l'aspect digital, outils informatiques dans les clubs et ce qu'il faut mettre en place et les risques qu'il y a. Et donc voilà, un peu un angle un peu plus technique process dans les clubs. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Jean-Luc, même chose. Pour toi, c'est la première fois, en fait, qu'on t'a dans un webinaire XFIT. Oui, absolument. Merci beaucoup pour l'invitation. Il y avait un élément qui nous challengeait, c'est de pouvoir sortir du Brexit avec un intervenant anglais. Donc, on est content d'intervenir à ce niveau-là. Bon. Nous, InBody, on est une société spécialisée dans la prise en charge, en fait, ou des patients d'un côté médical ou des adhérents dans le fitness. Donc, notre spécialité, c'est le suivi précis de la composition corporelle et on va y arriver là ensemble. C'est surtout d'arriver à voir quels sont les leviers de motivation pour vous, pour vos adhérents et comment améliorer le parcours client. Donc, j'espère aussi avec Fred et David qu'on pourra vous amener quelques petites sources de réflexion. Puis qui est effectivement l'idée tout au long de cette table ronde-là. L'objectif, c'est de vous amener le maximum de valeur dans cette grande réflexion qu'il faut que tout le monde en entreprenne le plus rapidement possible. Parce que la situation, hein, elle est là pour un temps qu'on ignore encore quand ça va terminer. Et puis, ça l'amène plein d'autres enjeux qu'on va tous discuter. Si vous avez des enjeux précisément à votre cas que vous aimeriez qu'on discute, n'hésitez surtout pas à le mettre dans la discussion à droite. Donc, vous avez un onglet là, chat et un onglet questions. Les deux sont bons. L'onglet questions, assurément meilleur, mais les deux sont bons. Posez votre question et puis ça va me faire plaisir d'interagir avec ça. Juste pour donc le point, je me répète, mais n'oubliez pas que vous allez recevoir l'enregistrement par la suite. Donc, si à un moment donné, vous devez nous quitter pour X, Y, Z raison, n'hésitez surtout pas. Autrement, on s'enligne sur un environ là, 1 heure qui était l'objectif. Donc, il nous reste déjà 50 minutes. Le temps file.
Avant tout, j'aimerais juste vous poser la question, pourquoi aujourd'hui on veut parler les quatre ensemble d'investir dans une position axée sur le service? Alors, pourquoi est-ce qu'on veut parler de ça pour les clubs de fitness dans un contexte où est-ce que tout est fermé actuellement? Donc, tout est actuellement fermé et on leur propose, en fait, de ne pas attendre, de ne pas se mettre en mode passif, mais de réinvestir. On dit que c'est un moment pour réinvestir. Fait que juste, si vous voulez m'aider tout le monde ensemble, qu'on discute de ça, là, pourquoi c'est un bon moment, en fait, là, de parler d'investissement dans ce contexte-là? Ouais. Je pense, Étienne, déjà, si on va parler du service client, si on part du principe, parce qu'un beau jour, nos clubs de fitness vont devoir ouvrir. On va parler, je ne pense pas qu'on va les fermer à vitam aeternum. Si on va se dire on va ouvrir un beau jour, la réflexion sur quel service client on va mettre en place le jour où on ouvre, si on commence à réfléchir à ce moment-là, je pense que ce serait déjà trop tard. Donc, tout simplement parce que si on veut mettre en place des processus de lancement et de communication de quels services que nos membres pourront profiter lors de la réouverture du club et quels y sont les avantages, un rétro-planning de lancement de services pour le faire vivre et faire consommer des gens pour qu'on puisse gagner de l'argent avec ça, ça va prendre peut-être 2 mois de rétro-planning. Donc, si vous commencez à réfléchir le jour où le club il ouvre, c'est mort. Il est nécessaire d'avoir quelques temps en amont. Donc, il est nécessaire d'avoir des plans tracés et avoir ces plans de communication qui roulent jusqu'au moment que vous puissiez ouvrir. En matière de... Lorsqu'on va réouvrir, lorsqu'on va avoir traité des clients à vouloir les retenir dans les clubs, si on regarde un peu les études qui sont faites par Paul Bedford en Angleterre, qui s'appelle The Retention Guru, il a fait une thèse doctorale sur les big data appliqués aux clubs de fitness. Et déjà, ce qu'il a montré, c'est que lorsqu'on réalise à mettre en place 4 rendez-vous humains coachés lors du premier mois de l'abonnement, donc ça va beaucoup plus loin que le simple programme personnalisé qu'on avait l'habitude de faire dans le temps, on s'en aperçoit que la fidélité client, c'est du simple au double. Donc on peut se mettre et envoyer à tout le groupe peut-être quelques études et de références là-dessus. On peut envoyer ça à tous les lecteurs du podcast. Donc, l'investissement là-dedans, c'est capital. Il faut le faire maintenant parce qu'un beau jour, on va ouvrir et ce sera trop tard quand on attend pour ouvrir, quoi. Frédéric, as-tu quelque chose à ajouter? Pourquoi tu penses que c'est le moment, en fait, d'investir dans ça aujourd'hui, malgré la fermeture? Alors, le moment d'investir, ou en tout cas de bien réfléchir, déjà, normalement, pour tous, on a un peu plus de temps, de cerveau disponible pour travailler sur le sujet, mais c'est important. Et David parlait d'anticiper le plan de communication, d'anticiper plein de choses. Et en fait, le secret pour lancer un nouveau service quand on pourra le lancer, quel qu'il soit, mais en particulier sur le coaching, mon approche, c'est de dire qu'il faut vraiment anticiper la façon, qu'est-ce qui va changer au quotidien de mon club et quels sont les outils qui vont permettre d'assurer cette nouvelle charge. Parce que lancer un nouveau service ou mettre en avant des services, pousser ce type de prestations, ça peut engendrer aussi une charge administrative énorme dans le club. Et si on n'a pas anticipé le truc, même si c'est une réussite commerciale et que ça fonctionne bien et que les membres sont contents et qu'on s'aperçoit que tout le cercle vertueux dont parlait David est bien mis en place, mais si derrière ça nous génère un pataquès énorme côté administratif qu'on est incapable de gérer, que le modèle n'est pas, on va être vite limité sur le nombre de personnes, etc. Et ben en fait les résultats, même si commercialement ça marchait, les résultats économiques ne seront pas là. Donc mon premier point, c'est vraiment de dire d'anticiper sur qu'est-ce qui va changer. À commencer typiquement, quand on parle de coaching, on parle de rendez-vous. Quand on parle de rendez-vous, on parle de réservation. Et du coup, c'est mon dada depuis longtemps, mais la réservation est fondamentale et simplifier l'accès des membres à un système de réservation simple et lui simplifier le chemin jusqu'à son rendez-vous est hyper important. Et donc, il faut l'anticiper.
faut mettre en place il y a plein d'outils qui le font. J'en connais un bien pour faire de la réservation en ligne et du coup d'anticiper ça. Le modèle économique qui va être en place aussi, pareil. Il faut bien penser à son modèle économique. On aura l'occasion d'y revenir sur comment ça fonctionne derrière. Mais c'est surtout est-ce que mon outil actuel me permet de gérer ce nouveau modèle économique? C'est-à-dire que je ne vais pas me retrouver à devoir faire des comptes d'apothicaire à la main parce que le logiciel ou la solution que j'utilise aujourd'hui ne va pas me permettre de répondre aux nouveaux problèmes qui sont générés par le lancement d'un nouveau service ou l'accentuation d'un service existant. Voilà à peu près sur le point. Effectivement, les deux, vous avez bien raison. Là, c'est un temps où est-ce qu'on a beaucoup plus, d'espace à réfléchir, puis à anticiper là, la réouverture. Jean-Luc, toi de ton côté, qu'est-ce qui fait que tu penses que c'est un bon moment? Ce que je pense effectivement, c'est tout ce que vous dites, c'est la notion d'anticipation. Et nous, réellement, ce qu'on voit aujourd'hui, on est énormément contactés par les managers de club, par des coachs qui sont justement dans cette réflexion-là. Et je crois que Frédéric, tu as raison de le dire là-dessus, sur cette notion d'anticipation, comment je vais le gérer après. On voit aujourd'hui que ce concern-là, il a vraiment été anticipé par les patrons de club et par les coachs. Et aujourd'hui, ce qu'ils nous demandent, en tout cas quand on est sollicité, c'est de dire, bon, comment je peux améliorer cette prise en charge et ce service? Et il n'y a pas que le fait de je vais améliorer le service, c'est aussi quel type de service je vais choisir. Parce que effectivement, il y a la notion de réservation, mais je réserve quoi? Qu'est-ce que je mets en face? Qu'est-ce que je mets comme service? Et aujourd'hui, c'est vraiment les questions qui sont posées, qui nous sont posées vraiment tous les jours. Et effectivement, c'est vraiment comment j'améliore cette prise en charge d'un adhérent. Et avec tout un écosystème dont on parle là, qui est la réservation, le suivi, un certain nombre de choses comme ça. Et c'est vraiment je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont là, il y en a pas mal, ils ont cette notion-là de dire il faut que je fasse quelque chose, et ils sont absolument conscients que ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, quoi. Mais c'est vrai. Moi, j'irais même encore plus loin par rapport à ça. J'irais même sur le fait, c'est la COVID et la situation actuelle n'a pas nécessairement, pour moi, de mon point de vue, changé complètement tout. C'est pas juste de s'adapter maintenant qu'on a la COVID et donc il faut tout le monde s'adapter à la nouvelle situation. Pour moi, cette situation-là qu'on est en train de vivre, elle cachait des choses même auparavant. Autant que ce soit l'arrivée des low-cost qui parfois font la vie dure à certains clubs qui avaient plus de services ou qui voulaient offrir plus de services ou qui avaient besoin d'avoir un plus haut coût. Autant tout l'aspect de saisonnalité de la profession, c'est étrange que les clubs aient moins de clients durant l'été, plus de clients en janvier. Autant que le taux de rétention, ce que je viens de dire, le nombre d'abonnés en janvier, mais qui disparaissent en février, juste avant la Saint-Valentin. Même affaire juste avant l'été pour avoir son quart de plage. C'est étrange, cette saisonnalité-là, à une profession qui devrait au final être dans le système de santé de base, de prévention. Et c'est pour ça que même moi, je réfléchis beaucoup à un modèle hybride, entre guillemets, un modèle où est-ce que ça fonctionnerait en tout temps, en fait. Ça fonctionne avec COVID, sans COVID, après COVID. Et là, je vous rejoins énormément. Si on n'avait pas le temps d'y réfléchir auparavant, aujourd'hui, on a le temps. Mais pour moi, c'est vraiment pas juste pour la reprise, donc le post-COVID. Ça aurait dû être fait avant, c'est juste qu'aujourd'hui, on a le temps d'y réfléchir là, en tant que tel. David, tu as parlé justement là, de 4 rendez-vous qui peuvent sauver les clients. Justement, si tu peux rebondir un peu là-dessus, parce que concrètement, là, en termes de business, en termes de chiffre d'affaires, en termes de concret, d'avoir des coachs au sein de son club, ça donne quoi? Ça rapporte quoi? Précisons les questions. Qu'est-ce que ça rapporte au coach de rencontrer les clients? Non, qu'est-ce que ça rapporte au club? Qu'est-ce que ça rapporte au club d'avoir… Ok, donc le fait d'avoir systématiquement… Ouais. Alors, sachant qu'on est dans ce backdrop de cet arrière-plan de ce que j'ai dit au début, que le fait de se transformer de sédentaire en sportif est très compliqué.
Ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de perditions. On sait bien que la bête noire des clubs de fitness, c'est la retention des clients dans les clubs, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent à l'échec où ils trouvent que le sport n'est pas fait pour eux et ils se trouvent un manque de résultats, un manque de motivation, etc. Voilà. Et par le passé, on a juste mis les programmes personnalisés en place. Et puis, bon, j'ai entendu maintes fois par faute de main-d'œuvre, parce qu'on voulait fournir un service gratuit et compris dans l'abonnement, les coachs se dire aux clients, bon, bah, n'oubliez pas de revenir dans 3 mois pour refaire le programme. Et là, il n'y a rien de pire pour faire fuir le client, parce que 3 mois plus tard, le client il a déjà arrêté de consommer notre service. Parce que tous ceux qui vont résilier leur abonnement, ils ont déjà tombé dans l'échec à ce moment-là. Donc, il est nécessaire et obligatoire dans les premiers 15 jours d'avoir beaucoup de rendez-vous humains. Là où le client, il sait qu'il y a un objectif dans le rendez-vous, il sait qu'il y a un être humain qui l'attend, il sait qu'il ne va pas, s'il ne vient pas, c'est qu'il est en train de lâcher sur quelqu'un d'autre. Et l'idée d'intégrer le personal trainer dans ces rendez-vous régulièrement. Alors, on peut faire un rendez-vous juste pour venir au club pour récupérer un cadeau ou faire quelque chose, ou lui intégrer dans son premier cours collectif pour rencontrer le professeur au début de son cours collectif. Mais à suivre avec ça, un rendez-vous d'intégration, expliquer le fonctionnement des machines rapidement sur le plateau muscu-cardio training. Ensuite, un rendez-vous commercial avec un personal trainer qui va écouter ses projets et lui proposer de continuer avec d'autres rendez-vous payantes. Et ensuite enchaîner avec, pour certains d'entre eux, des séances de personal training ou au moins une séance avec une programmation de la part du personal trainer qui va valider comment ça s'est passé dans les premières quelques visites et premières quelques expériences dans le club, et surtout corriger le tir si quelque chose s'est mal passé. Je me permets de donner un exemple. On a par exemple des fabuleux cours collectifs dans les clubs de fitness. Hélas, malheureusement, moi je suis quarantenaire, un homme moyen de 40 ans dispose de 4 disques intervertébraux fissurés dans sa colonne vertébrale. Et personne n'est au courant. Donc si vous en avez sur vous-même, vous n'êtes pas au courant, hein, sans faire une erreur. Et il se trouve qu'il a peut-être pas des bonnes postures, il a des problèmes de mobilité articulaire, les muscles ne tiennent pas bien. Et après son premier cours collectif, le lendemain matin, il a mal au dos. Alors, la réaction fautive qui peut se permettre de dire, c'est « Oh punaise, pourquoi je me suis acheté un abonnement dans un club de sport? Je ne suis pas sportif, je ne suis pas fait pour faire ça. » Et on ne le voit plus jamais. On essaie de rappeler les clients, mais ça ne marche pas. Donc, parce qu'il part en fuyant. S'il a un rendez-vous derrière avec un personal trainer, même s'il n'achète pas de service de personal training par la suite, mais s'il a un rendez-vous avec un personal trainer derrière qui va lui corriger le tir et adapter les exercices, et lui faire quelques suggestions pour lui apporter un peu plus de mobilité articulaire pour que justement il puisse pratiquer ses exercices en sécurité, ou changer de cours collectif, ou même encore autre chose qui pourrait mal se passer dans l'expérience. Imaginons que la gueule du prof en cours collectif, ça ne lui est juste pas plu. C'est le genre de choses qui peut arriver. Eh bien, le lendemain, on ne le voit plus. S'il a un rendez-vous dans 2 ou 3 jours avec un personal trainer qui se permettra de lui demander comment ça va se passer et corriger le tir et prescrire une adaptation de sa programmation très rapidement dans la foulée, ça permet de récupérer les gens qui croient ne jamais être capables de se mettre au sport. Donc, et de rassurer ces gens-là. Et ça c'est un gros influence. Ce n'est pas que les gens qui achètent du personal training. Ça s'applique à tout le monde. Ouais. Puis tu touches une corde sensible qui, pour moi, est les attentes, en fait. Puis c'est la gestion des attentes. Puis c'est que là que le coach peut être beaucoup dans la gestion des attentes. Puis il y avait une étude d'une université du Canada qui était intéressante là-dessus, qui était combien de fois la personne voulait venir au club par semaine versus combien de fois elle est venue réellement. Et puis, on remarque que, grosso modo, la personne se désabonne quand, justement, il y a un écart entre le nombre de fois prévu et le nombre de fois venu. Il y a une fausse conception de penser que si la personne vient une fois semaine, elle va se désabonner. C'est faux, en fait. C'est seulement si elle avait prévu de venir 4 fois, mais que finalement, elle vient une fois. Là, à ce moment-là, tu vas avoir effectivement un gros écart. Jean-Luc, tu semblais vouloir ajouter quelque chose. Oui, c'était sur l'approche de David quand
finalement, David, quand tu dis qu'effectivement, il faut suivre l'adhérent une fois qu'il est rentré dans le club ou dans le coaching, en fait, il faut déjà l'amener au coaching. Ce qui est souvent pas ce qui est pas forcément très, très, très facile. Nous, l'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que quand un adhérent est accueilli par un coach ou dans une salle, quand on lui propose de faire un bilan qu'on suggère au début qu'il soit gratuit, quand il fait ce bilan corporel qui permet de donner une image assez claire de sa composition, ça veut dire que l'adhérent, lui, ou le futur, on va dire le prospect, à ce stade-là, va se projeter sur ce qu'il pourra faire après, et ça va devenir un levier énorme pour le coach, pour le personal trainer, pour lui dire, voilà, tu en es là, et ensemble, on va construire ensemble un parcours et un chemin. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on arrive à suivre ou quand le coach arrive à mettre des bilans très régulièrement, ça participe à la rétention et à la fidélisation de l'adhérent. Donc, c'est un élément et ça rend l'écosystème aussi avec des structures et des solutions comme Rezamania, où finalement, on arrive à suivre l'adhérent dans son parcours du début à la fin et à le motiver. Donc, il y a effectivement le fait de le suivre et puis il faut déjà le verrouiller au départ, quoi. Et la prise en charge, en tout cas, notre expérience, c'est que améliore grandement cette prise en charge. Le nombre, en tout cas, le succès. Mais par contre, Frédéric, toi qui gravites autour des clubs, autant ceux avec des coachs, autant ceux sans coach, etc., est-ce que tu as une opinion sur cet apport concret, en fait, des coachs dans un club? Alors, cet apport, il est d'autant plus. On va parler d'accompagnement, de coaching, mais voilà. David a eu une phrase tout à l'heure, il disait il y avait les rendez-vous qui étaient inclus dans l'abonnement. Et je pense que, par définition, dans le positionnement d'un service d'accompagnement de qualité avec du coaching, etc., il faut que ça reflète dans votre offre commerciale. C'est-à-dire que ce n'est pas, par définition, inclus dans l'abonnement. Donc après, il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être des unités, des carnets d'unités, ça peut être des options. Toujours penser à un modèle qui soit pas trop compliqué à comprendre, à vendre, à maintenir dans l'outil et qui soit lisible pour le client. Mais c'est important dans l'offre que ça transpire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as parlé des low cost, on a quand même pris cette vague il y a déjà plusieurs années. L'offre, elle est hyper simple et elle est substituable d'un club à l'autre quasiment. Aujourd'hui, ils ont à peu près tous les mêmes machines pour beaucoup, la même approche, les mêmes prix pour beaucoup, etc. Et du coup, il faut que le client arrive à sentir très rapidement la valeur ajoutée de cet accompagnement et que cette valeur ajoutée se ressente aussi dans ce qui est vendu. C'est-à-dire que c'est pas un abonnement tout compris, tout machin. Justement, c'est un abonnement il y a une base d'abonnement, mais on va venir coller des options. Une fois de plus, il faut que ce soit assez simple à vendre et à expliquer. Mais c'est dès l'acte de vente, tu te sens accompagné d'une façon un peu plus personnalisée parce que ce que tu as acheté correspond à ce que toi, tu es venu chercher et que c'était pas de t'entraîner tout seul sur un plateau de cardio-muscu. Et ce point-là, et je rejoins Jean-Luc, c'est que l'histoire de cet accompagnement, il faut allumer l'étincelle à un moment. Après, on connaît le triptyque qui marche super bien, c'est que la rétention, elle est très liée aux résultats. Les résultats, quand on est accompagné, on sait qu'ils sont en général 2 fois supérieurs à quand je m'entraîne tout seul. Et donc, les gens qui sont accompagnés sont plus fidèles. C'est le cercle parfait. Mais il faut arriver à allumer cette étincelle. Et cette étincelle-là, elle va s'allumer. Et j'en parlais au moment où les membres vont joindre un club. Là, ça commence dès maintenant, l'accompagnement. Dès l'acte de vente, il faut déjà qu'ils sentent dans un club qui n'est pas ce qu'ils ont déjà pu voir ailleurs. Et qu'ils comprennent aussi pourquoi ces services sont plus chers. Moi, j'irais même jusqu'à dire, souvent, on propose, puis on voit, XFIT est vraiment un logiciel uniquement pour le coach et la relation avec le client. Le client a accès à l'app, etc. Et souvent, on voit un modèle qu'on aime bien qui serait comme dans les forfaits que tu viens de dire, qui serait le final, par exemple, où est-ce qu'en fait, tu dis que c'est un forfait uniquement service accompagnement et le club devient un accès gratuit inclus, en fait. Donc, pour le dernier forfait, tu flippes le modèle. Ou est-ce que ce n'est plus que l'accompagnement devient un add-on au club, mais plutôt le club devient un add-on à l'accompagnement?
ce qui est un modèle intéressant aussi en termes de perception des clients. David, si on veut juste se donner une idée, excuse-moi. Ouais. Si on veut juste se donner une idée, je te propose, on essaie d'aller sur la réponse la plus courte dans ce contexte-là. Combien de pourcentage de mes clients je devrais m'attendre en tant que manager ou propriétaire de salle? Combien je devrais m'attendre que de pourcentage de ma clientèle voit un coach? Alors, le chiffre de base moyenne dans le monde des adhérents qui consomment du personal training régulièrement, on parle de 10%. Donc, des bons clubs, bien évidemment, il y a des disparités entre le niveau d'implication du personnel à inculquer une culture pour donc les bons, entre guillemets, des clubs qui sont bons commercialement vis-à-vis de leur opération de personal training, ils arrivent à doubler ces chiffres-là. Et encore, ces derniers temps, j'ai pu avoir des chiffres d'un club qui s'appelle Tribe Social Fitness en Australie. C'est un club qui a 800 adhérents. Ils ont un accès standard entraînement autonome. Ils ont des small group training, ils ont du personal training, ils ont des cours collectifs. Et ça rebondit un peu ce que disait Fred tout à l'heure, qu'il faut que ce que vous voulez proposer, que ça transpire dans votre offre. Le gérant de ce club, il a fait en sorte que le personal training transpire dans leur offre. Et il a aujourd'hui 50%, écoutez bien, 50% de ses clients qui consomment le personal training. Donc ça, c'est le genre de chiffre que même, alors quand je dis à 10%, 20%, les gens, ils ont tendance à me dire, oui, mais David, ça c'est en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, aux États-Unis. Mais même là-bas, les gens n'attendaient pas qu'on puisse faire du 50%. Donc, voilà. Donc, quelque part, si on veut bien l'établir devant le client et bien le mettre en valeur dans son offre, on fait ce qu'on veut. On ne va pas dire le ciel, c'est la limite. Ce n'est pas la limite, il n'y a pas de limite. Mais typiquement, en moyenne, ce qui se passe dans le métier, c'est 10% des adhérents d'un club de fitness consomment. Puis on pourrait effectivement toujours souhaiter plus, là on est d'accord. J'ai fait joindre Pierre-Luc, qui donc à ma compréhension est justement un manager de salle. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, super bien, je te remercie. Ça fait Écoute, plaisir. je me disais juste que c'était parfait, en fait, pour où est-ce qu'on allait, parce que je pense que maintenant, on vient d'expliquer, grosso modo, pourquoi un coach dans une salle, c'est pertinent, et même, j'irais même jusqu'à dire nécessaire, si vous me permettez. Mais maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas naturel? Pourquoi il y a encore juste 10% des gens dans un club qui voient un coach? Puis peut-être que tu peux nous partager justement ton expérience concrètement, vu que tu... Alors, déjà tout à l'heure, vous avez parlé de la notion de service. Et à mon sens, à la fin de cette crise, enfin, à la fin, quand on en verra le bout et qu'on pourra réouvrir nos clubs, il va falloir renforcer ce service dans le sens où la gestion de nos adhérents a été, pendant la fermeture des clubs, en fonction des clubs plus ou moins bien faite. Si on a continué de prélever ou pas, est-ce qu'on a bien communiqué, est-ce qu'on a choisi de mettre en gel les abonnements, est-ce qu'on a choisi de diminuer la mensualité de l'abonnement, etc., etc. Donc, ça a été un petit peu flou pour la plupart de nos adhérents. Après, ça reste mon avis. On peut discuter dans le chat pour savoir si vous avez des avis différents. À mon avis, la gestion a été difficile à gérer pour nos adhérents et peut-être il y a eu certaines incompréhensions. Et il va falloir justement se racheter auprès de nos abonnés, justement, en proposant et en renforçant le service qu'on proposait déjà à la base. Et à mon sens, renforcer le service, c'est pas rajouter des choses, c'est faire mieux ce qu'on faisait déjà. Faire mieux ce qu'on faisait déjà, c'est éventuellement, alors nous, ce qu'on faisait déjà dans nos clubs, c'était avoir un service de personal training, et c'est plutôt renforcer ce service de personal training au travers de la communication qu'on va mettre sur le personal training, justement. Parce que comme l'a très bien dit David tout à l'heure, et il me semble que c'est Fred qui l'a dit, quelqu'un qui est suivi, c'est quelqu'un qui reste. Et aujourd'hui, on ne va plus pouvoir se permettre de perdre du monde. Au contraire, il faudra aller les chercher. Ça me permet, puis peut-être Frédéric, David qui veut intervenir, peut-être Frédéric, tu vas avoir une opinion qui peut être intéressante. Parce que moi, j'entends souvent quand même la crainte que le personal trainer quitte
avec les clients. Donc, il y a une peur du vol qui me semble assez répandue en tant que telle, que j'entends hyper souvent. Je ne sais pas, Frédéric ou David, si vous l'entendez, si vous avez des trucs pour... Est-ce que c'est une peur infondée, premièrement, ou c'est fondé? Si c'est fondé, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Alors, moi, je pense que, je ne veux pas dire infondé, mais c'est marginal. C'est-à-dire que un coach qui va créer une relation particulière avec un membre d'un club et ce membre va arrêter de venir, va se désabonner du club pour ne travailler qu'avec son coach, mais c'est pour moi extrêmement marginal. J'ai déjà vu des cas et des petites questions sur le sujet, mais ça n'a jamais été une vraie tendance. Au contraire, c'est un vrai binôme et le membre le ressent bien aussi. Et qu'est-ce qui est mieux comme espace d'entraînement qu'un club aujourd'hui? Et donc, c'est bénéfique pour le membre, c'est bénéfique pour le coach qui a un outil de travail exceptionnel. Et c'est une relation à trois entre le club, le coach et le membre. Et pour moi, c'est une relation bénéfique pour les trois. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que ça pourrait exister. Hein, je dis pas, notamment pendant le Covid, il y a des coachings qui sont faits dans les bois, sur les bords de Seine, etc. Mais ça restait marginal à côté de la masse de coaching qui sont réalisés en club. Et d'où l'importance d'avoir aussi, mais ça, je pense que David est plus expert que moi sur le sujet, mais un modèle très clair. Pardon. Juste un modèle économique très clair entre qui paye quoi à qui reverse quoi, quel est le modèle en place dans cette relation tripartite entre le membre, le coach et le club, et que ce soit très clair. Plusieurs modèles existent. Pareil, toujours, il faut bien faire attention à ce que ce soit gérable au quotidien, parce qu'on se retrouve qu'il y a des usines à gaz, mais il faut que ce soit très clair. Excuse-moi, oui, pour rejoindre ce que disait Fred, je trouve que quand on regarde aujourd'hui, le message, il est très souvent pas assez clair. Et ça commence par le site Internet. Aujourd'hui, les adhérents qui viennent, hein, ils vont dans le centre, ils ouvrent la porte. Là, je dirais que ça peut être un peu plus facile de les convertir. Mais quand on regarde parfois des sites Internet, on se demande qu'est-ce qui est proposé dans ce centre. Et le coaching, je trouve, dans ce que nous, on voit, c'est souvent assez brouillon dans l'offre. Et l'offre n'est pas claire. Et si l'offre n'est pas claire, l'adhérent, lui, il passe un petit peu de temps sur son site. Et là, le process de décision, il n'est pas évident. L'offre n'est pas évidente. Et quand l'offre n'est pas évidente, finalement, on hésite, on se dit j'y vais pas. Et aujourd'hui, si on a une offre claire, tant commerciale, si je suis en face du desk ou si je suis derrière mon écran, c'est déjà une bonne partie du chemin qui est fait sur la reconnaissance et la qualité du club. Ouais. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Si je peux me permettre, Jean-Luc, je suis tout à fait d'accord. Et à mon sens, les personal trainers ne travaillent pas assez en corrélation avec le club qui lui paye son loyer. C'est-à-dire à mon sens, il faut qu'il y ait beaucoup plus de communication et de symbiose entre le personal trainer et le club pour justement éviter ce flou artistique qu'on peut avoir dans les offres que propose le club. Est-ce qu'en fait, on peut un peu le comparer, et puis David, corrige-moi, je sais que tu travailles beaucoup avec des clubs comme ça, mais est-ce qu'on peut un peu comparer à si j'achète une bannière Subway, en fait? C'est de dire que je suis sous une bannière, que je suis avec un ensemble d'outils, un ensemble de méthodes de travail, un flow marketing déjà fait, et donc que je n'ai aucun avantage à quitter ce flow-là au final. En effet, il y a une vraie symbiose à cultiver entre les uns et les autres dans le club de fitness. Et pour que cette offre, comme disait Fred, pour que cette offre soit claire devant le consommateur, pour lui donner envie de consommer et que tout le monde gagne, c'est nécessaire qu'on puisse tous chanter la même chanson. Et ça devient compliqué à faire tout le monde chanter les chansons quand on a déjà des points de vue différents dans le club. On donne des exemples, on a soit un manager, soit un commercial à l'accueil du club qui se prend le positionnement. Moi, l'essentiel, c'est de vendre mes abonnements. Et le coach indépendant dans son coin, moi, ce qui est important, c'est vendre mes coachings. Okay? Donc, et à savoir que les deux doivent avoir une sorte de dialogue, et ce que j'espère voir davantage de plus en plus, c'est une sorte une espèce de travail de couple
espèce de soin de couple, là où les deux peuvent échanger. Imaginons que si, comme dit Pierre-Luc, la corrélation et les cohérences entre les uns et les autres, si vous avez ça entre une mari et une femme qui ne s'entendent pas bien, ils font une thérapie de couple pour qu'ils puissent réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent faire chacun l'un pour l'autre et non pas chacun tirer la couverture vers soi. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut juste mettre nos petites différences de côté et se dire, OK, celui qui s'occupe de vendre les abonnements et faire accueillir des nouveaux clients dans le club, qu'est-ce que lui peut faire pour favoriser le business du personal trainer? Et le personal trainer, qu'est-ce que lui peut faire pour renvoyer l'ascenseur, notamment en prescrivant les autres activités dans le club, s'il y a le spa, s'il y a les cours collectifs, s'il y a les compléments alimentaires à l'accueil, qu'est-ce que le personal trainer peut faire pour générer du trafic vers le club et non pas juste dans un sens unique. Donc, chacun doit s'entendre autour de la table pour animer ce débat et quitte à chiffrer qu'est-ce que peut gagner chacun s'ils s'entendent ensemble. Et cette dialogue, c'est quelque chose qui a manqué énormément. Quand j'écoute les personal trainers, ils sont toujours en train de dire oui, mais les managers de club, ils font pas assez pour nous. Et ce qui est le discours, c'est le revers de la médaille d'exactement le même manque de discours que ce qu'on a entendu de Pierre-Luc, qui dit que parfois les personal trainers, ils prescrivent pas assez les services du club. Donc, on a besoin de se tendre la main l'un vers l'autre. En effet, vraiment faire cette thérapie de couple pour qu'on puisse renvoyer l'ascenseur davantage. Puis, tu lèves un peu le point, en fait, sur le sujet économique au final sur lequel j'aimerais me diriger. Puis en plus, il y a eu une question autour de ce point-là. Moi, j'allais vous orienter sur concrètement comment on gagne l'argent avec ce concept-là, mais peut-être avant de rentrer dans tout ça, et là, peut-être Frédéric, tu vas avoir une lecture par rapport à ça, ou peut-être Pierre-Luc, mais est-ce que les clients après la COVID ont encore de l'argent pour revenir et avoir des services supplémentaires? On l'espère. La première réponse, c'est il n'y a jamais eu autant d'épargne en France, mais enfin bon, voilà. Et ensuite, je pense que c'est sûr, ça va être, enfin, c'est déjà une crise économique profonde, on le sait, etc. Mais je pense qu'il faut peut-être pas raisonner est-ce qu'ils ont encore de l'argent ou pas. C'est quelle est la place du sport que tu vas mettre dans ta vie demain. Et là, tout le monde va trouver de l'argent pour faire plus de sport qu'avant. Parce qu'après 12 mois assis sur ma chaise pourrie, j'ai le dos en vrac, il me tarde de courir dans un club. Et franchement, je me paierais du coaching même si je me le payais pas avant, parce que j'ai pris conscience de l'importance de ma santé, parce que je suis assis sur le cul sur une chaise depuis 12 mois. Et je pense que ça va être un rebond. Alors, il va falloir le prendre la balle au vol et être prêt. On parlait d'anticiper ça. Mais je suis persuadé que beaucoup de Français ont compris l'importance de leur corps pendant ce confinement et parce qu'on a un rythme de vie qui est différent. Et du fait que tu mets ça dans ta pyramide de Maslow un peu plus haut, tu vas te dire, je vais peut-être y consacrer un peu plus d'argent et ça va être un vrai truc que je prends beaucoup plus au sérieux. Et donc, je pense qu'il y aura du trafic et il y aura une envie, un besoin des Français de refaire du sport et de le faire accompagner. Et je pense que c'est le bon moment, justement. Parce qu'en plus, on va avoir des gens, il y a ceux qui vont revenir, il y a ceux qui vont venir. On a bien vu sur le premier confinement et sur la suite jusqu'à aujourd'hui, la place des cours en streaming notamment. Tout le monde s'est mis à suivre des cours en streaming, tout le monde s'est mis à faire du sport en plein air, tout le monde s'est mis à faire du street workout. Le sport, et notamment le fitness, est vachement démocratisé en France. Donc, forcément, à mon sens, c'est une évidence. Quand les gens seront sûrs que les salles vont rouvrir sans possibilité de fermeture derrière, ils vont tous revenir. On va récupérer ceux qu'on a perdus, mais on va récupérer ceux qui ont testé le sport pendant le premier et le deuxième confinement, qui se sont mis à faire du yoga sur Internet, qui se sont mis à aller courir dehors, ils n'en jamais fait. Mais voilà, je pense que vraiment, on va avoir du gros trafic à partir du moment où on sera sûr de rouvrir sans fermer 3 mois après. C'est une conclusion intéressante. Grosso modo, ce que vous dites, les deux, si je peux rephraser, ce que vous dites, c'est pas nécessairement est-ce qu'ils ont maintenant plus d'argent ou qu'ils ont l'argent, c'est plutôt est-ce qu'ils vont diminuer une dépense quelque part pour la mettre à cet endroit-là maintenant. Que je comprends. Et quelque chose qui peut aider ça aussi, c'est que peut-être que les vols d'avion et les voyages vont être plus difficiles dans les prochaines années
au moins 10 mois, dans les prochains 12 mois. Plus concrètement, David, comment je rémunère mon coach? Le coach lui-même? Le coach, par rapport à cette relation entre les deux. Donc, la question, c'est qui c'est qui paye le coach? Ah ben moi, je te lance, c'est quoi le modèle économique, grosso modo, pour le coach, pour qu'il soit rémunéré à chaque fois qu'il voit un client? Il n'y a pas 36 000 modèles économiques. Il y a un modèle qui se fait davantage dans le monde, c'est là où le coach il facture directement le client. Et que le coach il paye tout l'argent du client, il paye un loyer fixe auprès du club. Donc, typiquement en France, ça peut être 500 € par mois pour un personal trainer qui travaille à temps plein pour faire ça. Ça existe bien sûr un modèle salarié. Ça a tendance à être pratiqué davantage dans le monde, là où il y a peut-être un peu moins de charges sociales appliquées sur les salaires qu'un pays comme la France, dont les charges sociales sont jusqu'à là. Ce serait davantage les coachs qui facturent directement aux clients et après ils payent un loyer au club. Notamment parce que la particularité, c'est qu'un personal trainer indépendant, si on prend le modèle français, ne paye pas de TVA. Okay. Quoi qu'il en soit, le chiffre d'affaires, article 261 44B du Code général des impôts, stipule qu'il n'y a pas de TVA pour les coachs sportifs qui dispensent leurs cours particuliers et ça dépasse le plafond de l'auto-entrepreneur. Donc, c'est déjà 20% de charge en moins. Voilà. Donc, si c'est le club qui perd, si c'est un modèle salarié, le club qui perçoit l'argent du client, d'office, il y a 20% qui part en TVA. Okay. Et après, on prend le petit bout qui reste, on le met dans un fiche de paye, on enlève les charges salariales, etc. Et il ne reste pas grand-chose pour le coach dans ces cas de figure-là. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire plus vers l'indépendant pour un pays comme la France. Ouais, un tout petit mot sur ce modèle, David, mais tu dis si je me trompe, mais en plus, quand c'est le coach qui facture directement le client final peut potentiellement avoir un avantage fiscal dessus aussi, comme du service à la personne. Et en France, ça fonctionne. Dans le cas de figure auquel le service se passe à domicile. Ok, d'accord. Donc, alors, très honnêtement, j'ai beaucoup de coachs qui me posent cette question sur l'abattement fiscal avec les services de coaching. Et j'ai tendance à dire aux coachs, attention, primo, ce n'est que pour le domicile. Vous avez tout un autre modèle économique à domicile parce que vous n'avez pas de vivier de clientèle auquel vous pouvez prospecter. Deuxième, vous avez un modèle économique auquel vous perdez du temps dans les transports et à courir de gauche à droite. Et troisième, si vous mettez dans votre offre client, beaucoup de coachs font cette erreur. Je suis un personal trainer, vous pouvez avoir 50% en moins. Et d'office, il n'est pas en train d'attirer des personnes qui mettent en valeur le coach et qui affichent une valeur d'avoir un personal trainer qualitatif parce que ce personal trainer va très bien s'occuper de moi. Donc, d'office, ils attirent les gens qui veulent payer moitié moins cher. Donc, ils sont en train de courir de gauche à droite dans les domiciles pour une mauvaise cible de clientèle. Donc, j'ai tendance à dire aux coachs, centralisez votre business sur un même lieu, là où vous avez plein de clients devant les yeux, dans un club de fitness, vous pouvez enchaîner des rendez-vous, quitte à vous améliorer en processus de vente pour vendre plus cher vos services, ce sera beaucoup mieux comme ça. Et il y a beaucoup de qui lève tout de même un point important. Si à partir du moment qu'on dit justement qu'il faut offrir un service global qui rejoint le client, peu importe, on parle même dans le chat justement d'offrir un service extérieur, etc. Et qui ça, nous, chez XFIT, on parle souvent d'accompagnement 360. En fait, c'est de rejoindre le client où il est et le club physiquement devient un add-on. Où est-ce qu'on va se retrouver pour des évaluations, pour des tests in body, etc. Mais donc, dans ce contexte-là, si on parle d'accompagnement 360, où je vais où le client est, et je fais des cours extérieurs, etc., comment ce concept fonctionne, en fait? Pourquoi je voudrais payer un loyer dans le contexte parce qu'en fait, des fois, je ne m'entraîne pas à cet endroit-là spécifiquement? Ouais. La question serait à moi ou… Yep, ok. Bon. Très honnêtement, si je suis un club et je veux que mes coachs me payent un loyer, et il faudrait que je rende les conditions de leur travail avantageuses en contrepartie de cette loyer. Donc, la première chose, c'est d'avoir une facilité de prospection. Tous les clients sont pleins devant les yeux et on peut générer une relation humaine avec ces gens-là. Deuxième, évidemment, avec la digitalisation, le fait qu'on fait des extérieurs à l'extérieur du club,
je suis en train de travailler sur le modèle avec une chaîne de 9 clubs à l'île de la Réunion qui sont aujourd'hui en train de changer de marque parce que il y a cette digitalisation, ce que vous faites dans le club, ce que vous faites chez vous en ligne et à l'extérieur. Et ils sont en train de doubler leurs objectifs de nombre de personal trainers à exploiter pour cette année. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les 9 clubs, il y a 35 personal trainers. Pour la fin de l'année, on en veut 70. Donc, et qu'est-ce qu'ils vont faire pour rendre ça avantageux de travailler avec le club plutôt que de travailler tout seul? Premièrement, il y a toute la communauté des milliers et des milliers d'adhérents qui sont et dans le club et en ligne sur les réseaux du club. Deuxième, on modélise sur le fait que le coach, pour éviter ses déplacements, pour faire ses cours en ligne, pour éviter d'avoir à faire ses cours en visio chez lui, dans son appartement, là où il y a le chien qui vient l'essuyer l'oreille pendant que tu fais ton cours avec ton client. L'idée, c'est de compresser le temps de travail et les déplacements pour le coach, faire en sorte qu'il a des entraînements sur le plateau muscu-cardio training et les zones fonctionnelles, mais aussi dans le même club, juste à 2 mètres, juste à côté, il y a une petite cabine avec tout l'équipement, visioconférence, grand écran pour avoir les clients grandeur nature et non pas sur un petit écran, avec caméra de bonne qualité pour que les coachs puissent à 9 heures donner une visioconférence avec quelqu'un pour les coacher chez lui, et tout de suite à 10 heures derrière, il sort de la cabine et il est tout de suite sur le plateau muscu-cardio training pour taper tout de suite dans le prochain client. On arrive à une compressibilité de la journée et une meilleure rentabilité pour le coach et bien sûr pour le club. On va beaucoup parler dans ce cas-là, puis excusez-moi, le temps file, on va peut-être dépasser un peu, désolé pour tout le monde, mais encore une fois, on va l'envoyer par vidéo, par replay, là, rediffusion par la suite. Mais donc, tout ce qu'on parle, en fait, c'est que et je reviens avec mon exemple de Subway, c'est de dire que le club doit donner beaucoup de valeur ajoutée au coach, ce qui fait donc que c'est comme une trousse à outils pour le coach. Par exemple, s'il offrirait justement les logiciels, les outils, les lieux, les caméras, etc. Ça fait quand même tout ça. Puis là, avant de passer peut-être au prochain sujet, ça fait quand même beaucoup de flux à gérer. Puis ça, Frédéric, je pense que c'est comme ta spécialité, les flux. Grosso modo, ça ressemble à quoi gérer ça des adhérents qui voient un coach, qui reçoivent des payes? Comment je m'assure que le client, j'ai reçu mon revenu, etc. en fait? Oui, tout à fait. J'en parlais tout à l'heure. Je reviens juste sur ce qui a été dit. Il y avait une question sur le digital, où le digital a permis à beaucoup de gens de découvrir ou de s'y mettre plus que ça. Moi, je pense que demain, il y aura trois mix à gérer dans l'offre de demain. En tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est que tu auras un mix entre le présentiel et le digital, parce que le digital est à l'arrivée dans la vie de beaucoup de gens. Ils vont pas faire que ça, mais ils vont continuer. Et donc, dans l'offre que tu proposes, tu peux, quand tu coaches quelqu'un, tu peux dire, il y a une partie digitale et une partie présentielle. Le deuxième mix, et ça a été cité, entre le club et l'extérieur. Et il fait pas tout le temps beau ou tout ça, mais faire quelques coachings à l'extérieur, ça oxygène un peu aussi la relation, etc. Et le troisième mix à doser, c'est les entraînements coachés libres. Quelqu'un ne va pas forcément s'entraîner 100% du temps coaché, mais il a un coaching par semaine, etc. Et du coup, ces trois mix-là, ça permet d'adresser. Certains vont être très digitaux et on les reverra jamais en club, et d'autres, au contraire, sont commencés par le digital et feront plus de clubs. Et du coup, tous ces leviers-là, c'est les trois leviers qu'il faut balancer pour arriver à avoir une offre qui correspond bien aux besoins de mon client. Pour ce qui est de la gestion des flux, ouais, elle est énorme, et plus largement, enfin les flux et notamment la gestion derrière le déploiement un peu plus massif du coaching doit être bien anticipé dans l'outil et avoir le bon outil, parce que il y a effectivement beaucoup de choses à gérer. La première, c'est l'acte de vente. L'acte de vente, en général, le coaching, ou on va dire le personal training, c'est pas un abonnement, et ça peut pas être un abonnement. Donc en général, c'est du pay-per-use. Donc tu achètes des unités, tu les consommes. Ou sinon, ça peut être un abonnement, mais il est très très cher. Mais l'unité est quelque chose qui marche bien. Et là, ça veut dire que moi, je vais acheter un carnet de 10 séances, par exemple. Il va falloir qu'on débite automatiquement ces séances, soit à la réservation, soit quand j'arrive dans le club, si ça se fait dans le club. Il faut suivre ces unités. Elles ont des durées de vie. Elles peuvent être relancées. Il peut y avoir des offres commerciales autour. J'en achète 10, j'en ai une gratuite. Enfin, il y a plein de choses à faire autour de ces unités. Il faut avoir un outil pour les gérer, parce que si jamais c'est des petites cases dans un classeur, c'est vite très compliqué. Donc, c'est l'acte de vente. Et il y a un autre point qui est important avec le coaching ou les services additionnels en général,
c'est que quand on a l'abonnement, en général, tu as un acte de vente et tu peux avoir sur des CDD un renouvelant 12 mois après, mais je dirais que tu n'as pas d'acte de vente pendant 12 mois en général au minimum et potentiellement plus si tu es en cette reconduction. Avec les services additionnels comme le personnel coaching, tu as des actes de vente qui vont être récurrents. Et donc, il faut que le chemin de la vente pour le client soit simple. Potentiellement, s'il sait ce dont il a besoin et qu'il veut racheter la même chose, il le fait en ligne. Il est autonome, il a même stocké sa carte bleue. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place sur l'outil digital pour simplifier le chemin jusqu'à l'acte de vente, parce qu'il y aura plus d'actes de vente, parce que par définition, il devra racheter des unités. Et donc voilà, l'acte de vente, la réservation, on parlait des unités, la réservation hyper important, fluide, avec plein de règles autour de cette réservation. C'est-à-dire que le premier truc qui peut vite poser problème, c'est les no-shows. J'ai booké un cours, je suis pas venu. Et là, comment je l'adresse? Et là, j'ai eu des conversations avec des centaines de clubs sur le sujet. C'est dur de trouver la bonne réponse, mais elle existe. Parce qu'il y en a qui disent, bon, ok, alors, le premier no-show, c'est gratuit, mais le deuxième, on te pénalise. L'autre dit, bah, nous, au bout d'un no-show, on lui fait un prélèvement complémentaire à la fin du mois. Enfin, on a vu plein de systèmes. Aujourd'hui, on en a implémenté un qui est relativement simple et qui fonctionne. Mais les no-shows, c'est hyper important. La réservation aussi, et les règles autour de la réservation. Combien de temps avant je peux réserver? Combien de temps avant mon cours j'ai le droit d'annuler? Combien de réservations à l'avance je peux prendre pour pas que ça vous pourrisse les plannings sur des mois? Et donc, il y a tout un tas de leviers qu'il faut bien, et là, votre fournisseur de logiciels vous accompagnera avec plaisir, mais il faut bien anticiper tous ces trucs-là parce que, et c'est maintenant qu'il faut le faire avant de réouvrir pour que ce soit clair dans votre tête, dans la tête du client et des commerciaux pour expliquer ça assez simplement. J'ai aimé dans ce que tu as dit juste un peu avant, et puis ça, Jean-Luc, je pense que tous les deux, on va avoir un point là-dessus. Frédéric, tu as parlé justement que les clients ne vont pas toujours s'entraîner avec le coach et qu'effectivement, ça se peut que parfois, et même c'est la majorité du temps, je m'entraîne 3 fois semaine seul et je m'entraîne 1 fois par mois, 2 fois par mois, 4 fois par mois au pire, avec un coach. Ce qui n'est pas nécessairement négatif au final, mais qui lève un enjeu, l'enjeu de bien suivre l'objectif du client, donc d'être certain qu'on va l'atteindre. Et donc, pour pouvoir suivre ça en 360, quand le client s'entraîne chez lui, s'entraîne dans un parc ou s'entraîne avec moi, comment je vois son évolution, bien, c'est à ce moment-là que ça prend des outils peut-être de suivi, d'analyse des données. Effectivement, donc Jean-Luc, tu es un de ces outils-là qui prend un ensemble de données. Donc, quelle est ta position là-dessus? Comment on peut l'intégrer? En fait, il y a 2 axes. Le premier, c'est que cet outil de prise en charge, comme InBody par exemple, c'est une source de revenus complémentaire. Cette source de revenus, elle peut être ou au club ou au coach. On a des clubs, par exemple, qui intègrent InBody dans leur location au coach, en disant, bah, écoute, je te loue tant, et ben, tu as le droit d'utiliser l'appareil InBody. Donc ça, c'est sur la partie source de revenus complémentaires pour les coachs. Parce qu'on revient sur ce qu'on disait, à un moment donné, il faut que le coach, il ait vraiment envie de venir bosser. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il gagne de l'argent, tout simplement. Celui qui termine à 15 balles de l'heure, pourquoi il s'emmerderait à s'arracher? Donc ça, c'est un élément. Le deuxième, c'est un peu ce dont parlait Frédéric aussi, c'est la partie digitalisation. On a mis en place, et notamment on est en train d'avancer pas mal là-dessus avec Rezamania, on a mis en place cette automatisation d'un bilan, exactement comme tu disais. C'est-à-dire que le coach soit là ou pas là, on peut fixer un rendez-vous à l'adhérent en disant, écoute, voilà, toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, mais autant le faire le plus souvent possible, eh bien, tu peux aller faire un bilan. Tu as ta carte d'adhérent et tu le fais de façon automatisée. Et là, on regroupe quelque part avec l'offre logicielle, où comme disait Fred, bah, finalement, tu as acheté un carton de 1 fois par semaine, de 1 fois par mois, de 4 fois par an, de toute la famille, enfin, tu gères tout ça. Et donc, on se retrouve avec un système, un écosystème complètement automatisé quelque part, mais avec à la fin l'adhérent qui aura son résultat, soit dans le logiciel, soit sur l'application InBody, soit encore, soit encore sur le logiciel XFIT. Et sur ce logiciel-là,
Le coach aura le bilan, aura tous les suivis, et l'adhérent aura aussi ses résultats. Donc nous, on a ça avec la plupart des acteurs du marché aujourd'hui pour construire cet écosystème mais économique qui ramène de l'argent au club, au coach, et qui permettent de fidéliser pour avoir encore plus d'adhérents. Voilà. Ah oui. Effectivement, puis ça, c'est un point hyper important que tu dis, le point des données, puis le suivi, puis même si je ne suis pas là, que mon client puisse faire une évaluation. Et puis, on va revenir avec, par exemple, ce que David, tu disais tout à l'heure, hein, l'atteinte des objectifs. David et Frédéric, vous l'avez dit, l'atteinte des objectifs, son importance, c'est un fait. Si ma cliente ou mon client veut perdre du poids, il embarque sur la balance, finalement, il en a gagné. On est sur un point critique de sa vie client où est-ce qu'il a des chances d'abandonner. Et c'est donc hyper important à ces moments-là d'être en mesure de faire un suivi, d'avoir un accompagnement, de questionner le client, de replanifier l'objectif, de replanifier les attentes, etc., etc., etc. Et effectivement, comme tu l'as dit, ben, un logiciel comme XFIT, c'est justement notre concept. On est tout à 100% là sur un suivi d'accompagnement 360 avec les clients, où est-ce qu'on va être effectivement connecté comme à des InBody ou à des montres comme juste la Polar, Garmin, Apple Watch, etc. Quand votre client il sort, il fait une activité, est-ce que vous voyez cette information-là qui est nécessaire au suivi au final? Si votre client dort 4 heures par semaine depuis 4 heures par jour depuis 2 semaines, encore une fois, il y a un enjeu. Et il faut être capable de suivre tout ça. Écoutez, on est quand même vraiment sur la fin. Peut-être, Pierre-Luc, peut-être que tu as un commentaire plus terrain à nous dire là, par rapport à justement le suivi et les données. Comment est-ce que tu es équipé actuellement pour suivre tes clients? Puis est-ce que justement tu sens qu'il te manque quelque chose en fait pour être capable de les suivre? Non, moi ce que je remarque à force d'être dans les clubs, c'est que la plupart de nos adhérents sont suivis déjà avec leur propre application. Ils ont tous une application sur le téléphone qui va calculer leur sommeil, par exemple, qui va calculer, qui va leur servir de chronomètre, de tabata, des choses comme ça. Donc, mettre l'accent sur le suivi à l'intérieur du club n'a jamais été aussi importante que maintenant. Ah oui. Après, en termes de retour terrain, moi je travaille à la part fitness, on a déjà beaucoup de choses de mise en place sur ces clubs-là, mais en termes de suivi, il y a plusieurs pôles en fait. Les premiers, c'est que les adhérents ont le choix ou pas de prendre du coaching, comme tous les adhérents à la base. Mais en tout cas, ceux qui choisissent de ne pas prendre de coaching peuvent quand même être suivis sur le plateau à leur demande. Ils vont pas avoir un programme de fait, mais par contre, il y aura toujours quelqu'un pour les orienter, notamment si c'est la première fois qu'ils viennent. En termes de cours collectifs, pareil, on a des coachs qui sont ultra formés, reformés, et ils donnent la possibilité aux membres qui viennent la première fois, justement, de faire que la première partie d'un cours et de revenir la semaine suivante pour faire un peu plus de ce même cours, pour éviter de commencer, justement, de manière trop brusque. Donc on a pas mal de choses en place, justement, pour garantir le suivi de nos adhérents sans forcément dépenser de l'argent en plus. Oui, 100%. Puis tu viens de le dire, là, tout le monde a une application de données actuellement, là, ou que ce soit juste de base sur les téléphones aujourd'hui. Puis qu'effectivement, que le coach est un peu drôle, fait un drôle de suivi s'il n'a pas accès à ces données-là, s'il ne peut pas le voir, s'il ne peut pas accompagner. C'est sûr que c'est plein de beaux défis là, à avoir. Puis là, c'est là que la technologie, qui n'était pas nécessairement le centre de la conversation aujourd'hui, mais on a beaucoup d'intervenants aujourd'hui qui sont autour de la technologie. C'est là que la technologie peut avoir son sens puis aider. Quoi qu'il faut que tous les systèmes soient ensuite connectés. Écoutez, on aurait pu en discuter pendant hyper longtemps, comme le sujet de la connexion des outils ensemble, hein, que tout le monde soit ensemble. Peut-être, là, je vois Frédéric qui sourit. On pourrait finir sur ce point-là. Frédéric, si tu souris puis que tu as une mini intervention à dire. Ouais, mini, mais en fait, Jean-Luc en a parlé et je pense que c'est un point fondamental. On parle de services, etc. et tout le monde a bien compris qu'il y avait quand même une espèce de sous-jacent technologique, tu l'as cité,
il y a un point qui est important, c'est qu'on va se retrouver, il n'y a aucun outil qui fera tout sur le marché. En revanche, il y aura des bons outils sur chacun des sujets. Et il est hyper important pour vous, dans la gestion quotidienne, mais surtout pour les clients, que ces outils se parlent entre eux et qu'ils soient intégrés et simples d'utilisation. Si jamais il y a 3 outils, il y en a un pour le coaching, un pour la réservation et un pour mon profil ou mon abonnement ou je sais pas quoi, et que j'ai des codes différents et que j'ai perdu les URL et qu'il y en a un qui a une application, mais l'autre c'est un site web, c'est une horaire et la technologie ne va juste apporter des freins supplémentaires à la pratique du client. Du coup, il faut vraiment anticiper ça. Aujourd'hui, tout le monde a des API, des machins. Mais effectivement, on bosse avec Jean-Luc sur le sujet et plein d'autres. Mais c'est vraiment important de raisonner écosystème, c'est le terme, et que tous ces outils soient bien intégrés, une fois de plus, pour que l'expérience du client soit facile. Voilà. 100%, 100%. Mais écoutez, je vous remercie vraiment tout le monde d'avoir été présent. Je pense qu'on aurait pu encore en parler pendant une autre 50 minutes sans aucune difficulté. Merci beaucoup Pierre-Luc de t'être joint à nous là, pour nous présenter plus le terrain. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. Si vous voulez le réécouter, n'hésitez pas. Oui Pierre-Luc? Si je peux rajouter un truc avant qu'on s'en aille tous, on a parlé vraiment de ce qui va se passer à la réouverture. Mais le combat, à mon sens, il est maintenant, dans le sens où c'est maintenant qu'il faut qu'on garde le lien avec nos adhérents. Parce que plus les fermetures durent, plus on se décourage, entre guillemets, ou on peut se décourager, qu'on peut perdre le lien avec nos adhérents. Donc c'est maintenant qu'il faut pas lâcher, justement, et essayer de reprendre et de regagner le lien avec nos adhérents ou de le maintenir, tout simplement. C'est là qu'on va dire que c'est hyper important justement de passer vers une mentalité service. Je pense que c'est ce qu'on a parlé depuis le début, là, s'il y a un point commun, c'est de penser humain, c'est de penser relation humaine. Et aujourd'hui, même si le lieu physique est fermé, il faut réfléchir relation humaine. On aurait dû y réfléchir avant, on a aujourd'hui le temps d'y réfléchir. Le lieu physique et le club doit être tout simplement un outil pour le coach, à la même manière que le parc est un outil, à la même manière que les outils digitaux sont un outil. Tout ça est des outils, une trousse à outils pour aider le client à atteindre son objectif. Je pense que c'est vraiment la conclusion qui peut résumer à tout le monde nos positions et surtout à tout le monde le business model futur d'un club de fitness qui va lui permettre de passer au travers de toutes les prochaines crises qui peuvent avoir lieu en tant que tel. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit plus précises que vous aimeriez renchérir ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas tout le monde à aller sur notre page Facebook, à nous écrire, peu importe. À nous écrire aussi, là, je vais pouvoir vous rediriger vers les différents intervenants qui étaient là aujourd'hui. Ça va me faire plaisir, je suis certain que ça va leur faire plaisir là aussi. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions plus poussées, plus conceptuellement à vous précisément. Je pense que tout le monde qui est ici aujourd'hui est là pour vous aider. Et qui le prouvent par le fait qu'ils ont donné de leur temps aujourd'hui pour ça. Donc, merci beaucoup vraiment à tout le monde. Merci de vous être joints. Il commence à être tard un peu là en France. Merci aux Québécois qui nous suivent aussi. Dans votre cas, on est en fin d'après-midi. Et puis, on va peut-être se reparler là, pour d'autres tables rondes comme ça. On fera le V2. Merci. Ouais, exact. Merci beaucoup tout le monde. Salut. Bonsoir. À très bientôt tout le monde.